Un sujet aussi fascinant que redouté, les crises convulsives. On a devant nous une série de documents de formation médicale, mais le but c'est pas de faire un cours. L'idée c'est plutôt de décrypter ensemble ce qui se passe vraiment. C'est une véritable tempête dans le cerveau. On va essayer de comprendre comment elle naît, ce qui se passe au cœur de l'ouragan, et surtout pourquoi chaque minute compte. Et pour commencer, je crois qu'il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. On voit une première crise et hop, le mot épilepsie sort tout de suite. Mais les documents insistent beaucoup là-dessus. C'est une erreur. Pourquoi ? Oui, bonjour, c'est absolument le point de départ de tout et c'est crucial de ne pas se tromper. Les sources le martèlent vraiment. Une crise convulsive, c'est un symptôme. Un symptôme. C'est ça, c'est un peu comme la fièvre. La fièvre, ça vous dit que quelque chose ne va pas, une infection par exemple, mais la fièvre en soi, ce n'est pas la maladie. La crise, c'est pareil. C'est un événement, un court-circuit soudain dans le cerveau, et ça peut être provoqué par plein de choses, un trauma, une intoxication, et ça peut très bien ne jamais se reproduire. C'est un signal d'alarme ponctuel en quelque sorte. Exactement. Maintenant, la maladie épileptique, c'est tout autre chose. Là, on ne parle plus d'un événement, mais d'une condition chronique. La définition même de l'épilepsie, c'est une prédisposition du cerveau à générer ces crises. Ah, c'est la récurrence qui compte. C'est la récurrence spontanée qui fait la maladie. Une crise, c'est l'événement. L'épilepsie, c'est la tendance du cerveau à répéter ces événements. Donc, pour être très clair, une première crise, ce n'est pas une épilepsie. C'est le début d'une enquête, C'est une excellente façon de le formuler. pas la conclusion. Parce que mettre l'étiquette épileptique sur quelqu'un comme ça doit avoir des conséquences énormes. Immense. C'est un symptôme qui exige une enquête, pas une étiquette définitive. D'accord, cette base est posée. Maintenant, cette tempête, j'imagine qu'elle ne prend pas toujours la même forme. On a tous l'image un peu cliché du cinéma, la personne qui s'effondre, se raidit avec des convulsions. Est-ce que la réalité est plus structurée que ça ? C'est une très bonne question. Parce que l'image populaire est à la fois vraie et en même temps très réductrice. Il y a plein de types de crises, mais celle que vous décrivez, la crise tonico-clonique généralisée, c'est la plus spectaculaire, oui. Et contrairement à l'image chaotique, elle suit un schéma, étonnamment précis, presque une chorégraphie en 3 actes. 3 actes racontez-nous ça. Alors, le premier acte, c'est la phase tonique. Tonique comme tonus. C'est une contraction musculaire généralisée, très intense. D'un coup, tout le corps se raidit. Bah oui, La respiration se bloque. Ça dure quelques secondes, 20 secondes maximum. C'est très bref, mais très intense. c'est la phase de raidissement, Voilà. Puis, deuxième acte, la phase clonique. les convulsions. Les convulsions, oui. Mais là encore, c'est pas si désordonné. Ce sont des secousses musculaires brèves, mais rythmiques, synchronisées. D'accord. C'est là qu'il peut y avoir une morsure de la langue, ce genre de choses. Ça dure 1 ou 2 minutes en général. Et après ces 2 phases qui ont l'air très violentes, c'est quoi le 3e acte ? Le troisième acte, c'est la phase résolutive. On l'appelle aussi post-critique. En gros, la tempête est passée, les secousses s'arrêtent, le corps devient complètement mou, flasque, la personne est dans un coma profond, D'accord. et puis petit à petit, la respiration reprend, souvent de manière très bruyante. Et de ce coma, la personne va émerger très lentement. Vers un état de confusion, j'imagine. Exactement. De la confusion, parfois de l'agitation, avec des maux de tête, des douleurs. Pour une crise simple, tout ça finit par rentrer dans l'ordre tout seul. Justement, ce scénario où tout rentre dans l'ordre, c'est le cas idéal. Mais le cauchemar, le point de bascule vers l'urgence, c'est quand la crise ne s'arrête pas. Vous mettez le doigt dessus. C'est précisément là qu'on passe de la crise simple à l'état de mal épileptique. L'état de mal, c'est une crise qui se prolonge, ou des crises qui s'enchaînent sans que la personne reprenne conscience entre elles. Le cerveau est coincé. Et c'est là que les documents introduisent une notion qui m'a un peu glacé le sang, les seuils T1 et T2. Oui. On dirait des codes de lancement. C'est une conceptualisation qui a tout changé dans la prise en charge. Alors T1, c'est le moment où l'on considère que les mécanismes naturels du cerveau pour arrêter la crise ont échoué. Elle ne s'arrêtera plus toute seule. C'est ça. C'est le signal qu'il faut un traitement d'urgence. Et T2 T2, c'est le seuil où l'activité électrique commence à provoquer des dommages irréversibles, où les neurones commencent à mourir. Le point de non-retour. Le point de non-retour, exactement. D'accord. Et en lisant le tableau dans nos sources, la matrice T1, T2, pour la crise tonico-clonique dont on vient de parler, le T1 est fixé à 5 minutes. 5 minutes. Attendez, 5 minutes, mais c'est incroyablement court. Oui. C'est à peine le temps de réaliser ce qui se passe et d'appeler les secours. Donc au moment où un témoin commence à peine à paniquer, le corps médical considère déjà que le cerveau est en train de perdre la bataille. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'urgence absolue. Pour un médecin, une crise tonico-clonique de plus de 5 minutes, c'est un état de mal épileptique. On n'attend pas, on traite. Chaque seconde compte, littéralement. C'est là que l'adage « time is brain », le temps c'est du cerveau, prend tout son sens. Après 30 minutes, on atteint le T2. Et là, les dégâts permanents s'installent. C'est terrifiant. Et le danger peut même devenir invisible. Les documents parlent de l'état de mal larvé. Ça fait froid dans le dos. Oui, et c'est un piège terrible, même pour les soignants. On parle de dissociation électromécanique. Imaginez, les convulsions, les secousses s'arrêtent. On pourrait croire que c'est fini. On se dit ouf. Exactement. Le patient est calme. Dans le coma, mais calme. Sauf que dans son cerveau, la tempête électrique, elle, continue de faire rage. C'est comme si le moteur d'une voiture tournait à fond dans le rouge, mais que les roues ne tournaient plus. C'est une analogie parfaite. De l'extérieur, on ne voit plus rien. Mais à l'intérieur, la mécanique est en train de fondre. Le danger est devenu silencieux. Invisible. Et c'est pour ça que l'électroencéphalogramme, l'EEG, est indispensable. C'est le seul moyen de regarder sous le capot. Et au niveau de la machinerie cérébrale, qu'est-ce qui coince ? Pourquoi le cerveau n'arrive plus à appuyer sur stop ? Les sources parlent d'une balance. Oui, la balance entre l'excitation et l'inhibition. En temps normal, votre cerveau maintient un équilibre parfait. Il y a des systèmes qui accélèrent l'activité et d'autres qui la freinent. L'accélérateur et le frein. En gros, c'est ça. L'accélérateur, c'est le glutamate. Et le frein principal, c'est le GABA. D'accord. Dans un état de mal, cette balance se brise.
les récepteurs au GABA, donc les pédales de frein, deviennent moins sensibles. Ils ne répondent plus. Le système de freinage lâche. Ils lâchent. Et en même temps, le système d'excitation au glutamate s'emballe. La pédale d'accélérateur est coincée au plancher. Plus de frein et l'accélérateur à fond. La recette du désastre. Bien incontrôlable. J'imagine qu'une telle tempête dans le cerveau doit avoir des répercussions cataclysmiques sur le reste du corps. Comment l'organisme encaisse ça, Eve? Il encaisse en 2 temps. D'abord, il y a une phase de compensation. Ça dure environ 30 minutes. C'est une réponse de stress maximale. Le corps sprinte un marathon. Ah oui. Le cœur bat à toute vitesse, la tension grimpe en flèche, la température augmente. Le corps jette toutes ses forces dans la bataille. Les muscles produisent énormément d'acide lactique. Le corps est en sur-régime total, mais il peut pas tenir ce rythme indéfiniment, j'imagine. Absolument pas. Si la crise dépasse 30 minutes, on entre dans la deuxième phase, la défaillance. L'épuisement. C'est ça, le cerveau est en panne de carburant. Et là, tout s'inverse. La tension s'effondre, c'est le choc, la respiration devient inefficace, le corps manque d'oxygène, ce qui aggrave encore plus les lésions cérébrales, le corps est en train de lâcher. On voit très bien la cascade. Et à partir de là, les complications listées sont effrayantes. On n'est plus juste sur un problème de cerveau. Non, on est face à une défaillance de plusieurs organes. Le cœur peut s'arrêter, les poumons peuvent s'infecter gravement. Et il y a un autre phénomène terrible, les muscles. Tellement sollicités, ils peuvent se désintégrer. C'est la rhabdomyolyse. Les muscles se désintègrent. Les fibres musculaires se brisent et libèrent une protéine, la myoglobine, dans le sang. Et cette protéine est très toxique pour les reins. Ah d'accord. Elle vient boucher les filtres rénaux et ça provoque une insuffisance rénale aiguë. Le corps s'empoisonne de l'intérieur. Et on n'a même pas parlé des blessures physiques, des traumatismes. Exactement. Il y a les complications systémiques et puis les mécaniques. La violence des contractions peut provoquer des fractures. Des fractures, hein. Oui, des vertèbres, des côtes, des luxations d'épaule aussi. Et bien sûr, tous les traumatismes liés à la chute, le trauma crânien, la morsure de la langue, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. C'est un tableau d'une violence inouïe. Alors face à ça, quand les secours arrivent, comment ils s'y prennent? C'est une course contre la montre pour trouver la cause? C'est une enquête en mode accéléré, oui. La première étape, c'est l'interrogatoire des témoins. Ils sont une mine d'or. Qu'est-ce qu'on leur demande? Depuis quand dure la crise a-t-elle? Y a-t-il des antécédents? Un traitement? Est-ce que la personne a consommé de l'alcool, des drogues? Chaque détail compte. Ensuite, l'examen clinique. On prend les constantes, on évalue le niveau de coma, on cherche des signes neurologiques, des traumatismes. D'accord. Et si on suspecte une intoxication? C'est la troisième étape, la recherche de toxiques. L'alcool, c'est un suspect numéro 1. Soit l'intoxication aiguë, soit, très fréquent, le sevrage. Et en parallèle, on lance les examens en urgence, bilan sanguin et surtout le scanner cérébral tout de suite. Pour chercher une cause évidente, j'imagine. Une hémorragie, un AVC? Un AVC, une tumeur, oui, exactement. Et si on fait le bilan de ces causes, justement, qu'est-ce qui peut mettre le feu aux poudres de manière aussi spectaculaire? Les causes sont très variées. Chez l'adulte, l'AVC est une des premières choses qu'on recherche. Chez un patient qui est déjà connu comme épileptique, la cause la plus courante, c'est tristement simple, c'est souvent un arrêt sans traitement. C'est un point important, ça. Ça veut dire que le plus grand danger peut se trouver dans sa propre boîte de pilules, un oubli. C'est exactement ça. La solution et le problème sont au même endroit. Après, on a les intoxications et les sevrages, l'alcool en tête, des troubles métaboliques aussi. Et puis bien sûr une infection du cerveau, une méningite, une tumeur, un traumatisme crânien. L'enquête doit être très large. C'est fascinant. Si on essaie de rembobiner tout ça, on a vu comment cette tempête naît de ce déséquilibre, cette balance, frein, accélérateur qui se bolise. On a vu comment elle déferle sur le corps, l'hyperfresse, puis l'effondrement. Et on a compris pourquoi le temps est le pire ennemi. Ce chiffre de 5 minutes, il reste vraiment gravé. Finalement, le message le plus puissant de ces documents, c'est cette phrase écrite en majuscule, « Time is brain ». Le temps, c'est du cerveau. Chaque minute de crise qui passe, ce sont des neurones qui meurent. Et le chronomètre est lancé dès la première seconde. C'est d'une clarté terrifiante. Il n'y a pas de message plus important. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, nos sources se concentrent, et à raison, sur comment survivre à la tempête. C'est vital, bien sûr, mais ça ouvre une question immense pour l'après. Pour les patients qui s'en sortent, que reste-t-il une fois que le vent est tombé? Quelles sont les séquelles cognitives, psychologiques, d'avoir eu le cerveau soumis à un tel bombardement? La bataille pour la survie est une chose, mais la reconstruction, elle, est un combat qui ne fait probablement que